Bonjour à toutes et à tous, le cycle Galula se poursuit, j'en suis très heureux. Cette fois je vais vous parler du Brésil, du cas brésilien, qui est un peu le contre-exemple malheureusement de tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de pacification, surtout de pacification urbaine, avec l'exemple de Rio de Janeiro. Alors quand on pense au Brésil, malheureusement on pense aussi aux favelas, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, donc à l'habitat précaire sur des terrains très abrupts, très difficiles, des terrains vulnérables par leur géologie, vulnérables aux éboulements et autres inondations. Ce n'est pas une nouveauté puisque les favelas existent depuis au moins le début du XXe siècle. Elles n'ont fait que croître, voire bouger, puisque certaines ont été démantelées et déplacées ailleurs. Rien de nouveau aussi, rien de nouveau à l'ouest, comme diraient certains, en termes de faiblesse de l'État brésilien. Dans cette partie du monde, le monopole de la violence légitime est une vision d'esprit, une vue d'esprit, où est très relatif, dans le sens où l'État brésilien n'a jamais eu ce monopole-là. C'est dans la construction historique du Brésil, l'État a souvent délégué le travail de police à des forces privées ou semi-privées. Je ne reviendrai pas sur l'histoire coloniale du Brésil, mais en gros, les Brésiliens sont habitués à avoir peur, non seulement de l'État, voire à avoir peur moins de l'État que d'un substitut de l'État ou d'un contre-pouvoir. Dans le nord-est du Brésil, les régions les plus pauvres du Brésil, on parle de coronéis. Coronel, c'est un colonel. Donc c'est le nom que donnait la population à des gens qui étaient des gens plutôt des propriétaires terriens, oui, souvent des propriétaires terriens, des grandes familles, qui exerçaient un pouvoir de police et politique. Donc ils rabattaient les voix, en gros, ils collectaient les voix pour les élections. Au niveau de l'État, donc des grandes régions, ou au niveau local, au niveau des villes. Et partout dans le Brésil, un peu moins dans le sud-est, mais partout on a cette tolérance, cette cohabitation, je dirais même cette appétence pour des contre-pouvoirs, puisque l'État ne fait pas le boulot, souvent on n'a pas envie de le faire. Et bien comme il faut rendre justice, comme il faut maintenir un certain ordre social, Houellebecq disait que l'être humain est un être hiérarchique, et c'est vrai, pour maintenir la hiérarchie entre les êtres humains, pour réparer les injustices, pour éviter la violence gratuite, parfois les Brésiliens ont accepté d'avoir des autorités privées pour faire le travail que la police ne faisait pas. Donc les colonels, avec tous leurs défauts et tout ça, eh bien, ils maintenaient, ils rendaient justice en lieu et place de l'État, et cette tradition-là, elle s'est poursuivie, d'autant plus que la population des favelas de Rio, en général, vient du nord-est du Brésil, de Bahia, Fortaleza, Pernambuco et autres. Et donc elle a ramené avec elle cet imaginaire-là, elle était habituée à être dominée par une force, par un contre-pouvoir qui n'était pas donc, celui de l'État. Le phénomène s'est aggravé, il y a eu un pourrissement dans les années 80. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une explosion démographique au Brésil, la fin de l'exode rural, et puis des phénomènes politiques, notamment avec un gouverneur de Rio, s'appelait Brizola, qui a interdit à la police même de mettre les pieds dans les favelas, pour des logiques électorales, un peu un aveuglement de la bien-pensance, déjà à l'époque, dans les années 80, et donc la police a perdu pied, on peut dire, et elle a arrêté, elle a laissé prospérer donc, le crime dans ces quartiers-là, qui sont devenus des contre-sociétés aussi, où le contre-pouvoir s'est réellement installé, puisqu'il n'était plus du tout, il n'était plus un pouvoir dans l'ombre, il est devenu le pouvoir. Et chaque quartier avait son maître, avait son chef, qui réglait non seulement des problèmes de trafic de drogue, mais aussi des problèmes de bourse, de violence conjugale, des permis de construire, des distributions de nourriture, d'aide sociale ou autre. Même la charité, il fallait passer par le chef du quartier, qui est un trafiquant, pour faire la charité, pour donner de la farine aux gens ou des soins médicaux. Même les ambulances n'avaient pas le droit de rentrer, il fallait passer par ces intermédiaires-là, qui étaient le véritable pouvoir dans ces quartiers-là. Donc les gens sont habitués à ça, années 80, 90. Avec l'approche des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde, donc on est 2014-2016, les autorités ont décidé enfin de commencer à régler le problème, avec le gouverneur de l'époque, Sergio Cabral, qui aujourd'hui est en prison, et pour longtemps, je crois qu'il a pris perpète ou une peine très longue, pour corruption, et bien avec Sergio Cabral est née l'idée des UPP, qui est au fait rien de plus, rien de moins que le retour de l'État
dans des territoires qu'il a abandonnés dans les années 80. Que ce soit des favelas planes comme la Cité de Dieu, la fameuse Cité de Dieu, ou des favelas classiques, on va dire, sur des montagnes ou des afflancs de collines, plus difficiles à prendre où il est plus difficile de manœuvrer. On dit que Cabral s'est inspiré de l'exemple colombien que j'ai traité dans une autre vidéo, de celui de Medellín en particulier, où la police est arrivée avec l'armée pour éradiquer les guérilleros les plus durs et instaurer une pacification qui a marché. Elle est fragile, mais elle a marché. Il a aussi vu en Colombie, il a vu l'arrivée du téléphérique, parce qu'au lieu de mettre le métro dans des collines qui sont comme ça, ou dans des favelas qui sont à Perpète-les-Oies, bien les Colombiens à Medellín, ils ont décidé, même à Cali, mais surtout à Medellín, ils ont décidé de mettre le métro, ils ont décidé de ne pas faire le métro, mais d'amener le téléphérique, qui est beaucoup moins cher que le métro. On peut l'installer en 6 mois, 1 an, et on peut désenclaver ainsi des collines entières. Enfin, moi, je les ai visitées à Medellín. On va très loin en métro, peut-être à 8 km du centre-ville. Pardon, on va très loin en téléphérique, jusqu'à 8 km du centre-ville. Et le téléphérique vous connecte directement au métro. Donc, ce qui fait que les gens, ils ont pu travailler dans des meilleurs jobs, aller à l'université, qu'ils ne pouvaient pas avant parce qu'ils perdaient 3 heures dans les transports publics. Enfin, tout ça, Sergio Cabral l'a vu. Il a vu cette transformation urbaine à Medellín. Il a voulu faire pareil à Rio. Malheureusement, vous allez voir que les Brésiliens ont copié les résultats, mais n'ont pas copié la méthodologie de tout ça. Donc les UPP, c'est le retour, donc unité de police de pacification, UPP, c'est rien de moins que l'installation de commissariats dans les zones les plus déshéritées de la ville, où la police n'avait pas mis les pieds depuis 30 ans. Évidemment, la police rentrait pas de manière sporadique avec des forces d'élite, le fameux BOP que tout le monde connaît en France grâce aux films brésiliens et autres. Mais la police ne passait pas 24 heures suivies, ni 7 jours sur 7 dans ces endroits-là. Elle rentrait 1 fois par mois pour faire une opération, chercher quelqu'un et partir. Donc là, c'était vraiment l'idée de mettre des commissariats là où la population vit, entourée par les maisons des gens, au cœur des favelas, même aux endroits les plus dangereux, les plus isolés, les moins bien desservis même par la téléphonie mobile ou autre, et y rester tout le temps, et patrouiller en permanence, dans l'espoir de ramener ces quartiers-là à la ville et de ramener ces citoyens-là à la ville. Ça a très bien marché, ça a très vite marché. Là, on est en 2010, 2012, 2013. Dès que la police se manifestait avec l'emblème des UPP, de toute façon, c'était annoncé dans les médias, mais on n'annonçait pas le jour J. On disait la police se prépare pour ouvrir une UPP pour reprendre telle ou telle favela, Babylonia, Pavão ou autre. Mais on ne disait pas le jour J pour des raisons stratégiques. Mais dès que la police pointait son nez, eh bien, les gens applaudissaient, quoi. Il y a eu rarement des confrontations avec les trafiquants, la preuve, donc ce n'étaient pas des gens très, très courageux ni très attachés à ce territoire-là, ils sont partis. Et des images impressionnantes d'une centaine de trafiquants lourdement armés qui fuyaient le complexe de Alemão, au nord de Rio, et ils n'ont pas combattu. Et tout de suite, la police est installée et on a passé des mois sans aucun homicide, sans aucune agression et autres. Et les policiers ont pu s'installer, patrouiller, même à pied, avec la plus grande... on a senti la population, elle a embrassé cette police de pacification et tout le monde a crié « mission accomplie ». Or, dès 2013, on a commencé à avoir une dégradation dans les indicateurs. Déjà des policiers qui tombaient victimes de balles de trafiquants dans les UPP ou à côté, des tirs sur les UPP avec des snipers. On a vu aussi le retour du trafic de drogue, discret mais réel, donc avec des clients qui viennent de l'extérieur pour acheter la drogue. Donc on a vu, les choses ont commencé à se dégrader assez vite, au bout de 2 ans. Et on a donné 2 explications à ça. La première, c'est de dire qu'on n'a pas mis en place les écoles, les services sociaux, qui allaient bien. Donc ça, c'est l'explication, le prétexte donné par même le patron de la sécurité à Rio, qui était M. Beltram, qui était une des figures marquantes des UPP. Et il a dit, moi j'ai fait mon travail, mais c'est l'État qui n'a pas envoyé les infirmiers, les professeurs, les instituteurs, les services de base dans ces endroits-là. Donc, d'où, conclusion, le retour du crime. Et puis, il y a une autre série d'explications qui est de dire l'État a mis les UPP dans des containers. Vous voyez des photos.
où on a mis les UPP dans des conteneurs très précaires et finalement les policiers n'étaient pas très motivés. Enfin, quand on vient pour rester toute la vie, on ne vit pas dans un conteneur. Les toilettes étaient bouchées, pas de clim, pas de matelas pour dormir, enfin bon. Je crois que cette deuxième explication, elle explique un peu, hein, effectivement, les conditions de vie des policiers dans les favelas étaient assez déplorables. Mais la première explication du retard dans les services sociaux n'est pas du tout acceptable. Pourquoi? Parce que je m'en remets à Galula et puis à l'exemple colombien. Ce n'est pas parce que les infirmiers ou la vaccination n'est pas montée au favela que le crime est revenu, loin de là. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand la population a vu venir, quand les policiers sont pointés pour installer les UPP, les trafiquants ont déguerpi parce qu'ils n'ont pas le pouvoir ils ne savent pas tirer, ils ne savent pas résister, puis ils ont fait un calcul, ils ont dit il vaut mieux partir ailleurs. Ils ont fait un check and balance, c'est-à-dire un SWOT. Ils ont dit qu'ils ont préféré partir s'enfuir que de prendre des balles contre des snipers de l'armée brésilienne ou de la police d'élite. Ils ont dit on va faire un trafic de drogue dans les favelas d'à côté ou même dans les villes de la périphérie de Rio. Mais les trafiquants, l'infrastructure est restée. Les femmes de ces trafiquants sont restées, leur famille est restée, leurs indicateurs sont restés. Ceux qui étaient en prison et sont sortis de prison, ils sont revenus vivre dans la favela. Donc les trafiquants sont restés par leurs proxys, par leurs appuis, par leur famille. Et donc la population, même si elle a embrassé les UPP, a applaudi, a été ravie de voir les UPP venir, elle n'a pas parlé, elle n'a pas dénoncé, elle n'a pas livré les noms. Donc la police qui s'est installée dans les UPP, elle était aveugle. Et elle s'est laissée aveugler par la facilité, par la courtoisie et la cordialité des Brésiliens, par le retour des touristes qui commençaient à se balader dans les favelas, par le boom économique de la ville de Rio à l'époque, et tout le monde a dit mission accomplie, alors qu'en fait ils ne regardaient pas plus loin que le bout de leur nez, et les trafiquants étaient là parmi eux, et les seuls qui étaient capables de leur dire qu'ils étaient parmi eux, c'était la population qui avait peur. Parce que la population n'a jamais peur de la police. Elle a peur d'abord des trafiquants, parce qu'eux peuvent vous brûler vif, peuvent vous couper les doigts. La police, en général, elle commet des bavures, mais même au Brésil, la police elle est contrôlée par la société. Il y a on appelle ça avec corregidoria, il y a des sortes d'IGPN en France, et n'importe qui peut saisir cette IGPN ou saisir qu'on appelle ici le défenseur du peuple, c'est-à-dire une sorte de procureur qui défend les victimes, qui défend la société, et on obtient gain de cause. Avec le crime, non, il n'y a pas d'ONG ou de ministère public qui va vous défendre contre le crime. Hein. Il n'y a pas de hotline pour réclamer du crime. Hein. Il n'y a pas de 0800 pour dire au chef du crime que tel ou tel trafiquant vous a donné une baffe ou vous a coupé un doigt. Donc la population elle a bien compris ce message-là et elle n'a pas parlé. Donc dès que possible, les trafiquants sont revenus discrètement, puis d'une manière sérieuse, puisque le business a continué. Les gens continuent à acheter de la drogue. Hein. Le Brésil est le deuxième marché au monde pour la consommation de cocaïne. Je pense que c'est le deuxième aussi pour la LSD et l'ecstasy, mais certainement le deuxième pour la cocaïne. Donc un marché domestique très fort. Et à Rio, un gros marché. Donc le business a continué. Et très vite, les trafiquants ont commencé à tester la police. Et ils ont vu qu'il n'y avait pas de répondant. Parce que les Brésiliens ont commencé à faire de l'îlotage, comme on en a fait un peu en France, de la police communautaire. Police communautaire, un peu avec des flics à pied, à cheval, en VTT, avec des armes comme ça, alors que les trafiquants avaient des armes comme ça. Et la messe a été dite très vite. Hein. Ils ont commencé à bombarder, littéralement bombarder les UPP avec des grenades, des cocktails Molotov, à tirer sur des policiers qui faisaient leur pause ou qui garaient leur voiture en arrivant dans le parking des UPP. Et c'était la fin, d'autant plus que les UPP étaient des conteneurs pas blindés du tout. Et c'était la fin, donc la débandade. Là, on commençait à retirer les UPP, à les faire les unes après les autres, puisque le gouverneur et ceux qui l'ont suivi ne supportaient pas la pression de dire, de voir des flics qui meurent. Ils ont dit, on va fermer, on va réfléchir. En fait, c'était la débandade, ils ont fermé les UPP les unes après les autres. Et retour en arrière, à une situation peut-être pire que celle d'avant les UPP. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Et là, je m'en remets à Galula. Il aurait fallu, évidemment, faire monter les polices d'élite, les snipers et autres, pour éradiquer les trafiquants les plus irréductibles, les méchants, les radicaux. Ce que Galula disait, un trafiquant utile est un trafiquant repenti, sinon, il est en prison ou il meurt, quoi.
Et donc il aurait fallu faire ce travail-là pour éradiquer les méchants, mais ça se fait rapidement, parce que la force de feu, elle est chez l'armée brésilienne, chez la police brésilienne, et la technique militaire, elle n'est pas du côté du trafic, elle est du côté de l'État, grâce à Dieu. Mais ça, c'était juste la première étape. Et il aurait fallu ensuite encadrer cette population-là, avec un recensement, savoir qui vit dans la favela, pour voir qui sont les événements, qui a une fiche criminelle, qui a un casier judiciaire, qui est marié avec qui a un frère en prison, mettre ces gens-là sous surveillance. Maintenant, avec la technologie qui existe, les caméras et autres, les réseaux sociaux, il y a moyen de sélectionner des gens à surveiller. Et pour voir, ça peut prendre 6 mois ou 1 an, cette affaire-là, voir qui est qui et qui fait quoi, et même fermer les favelas, comme c'était le cas à Medellín. La police est rentrée à Medellín pour faire la pacification, mettre les programmes sociaux au cœur des favelas, mais aussi la fermer les favelas, avec 1, 2, 3, 4 grandes entrées, pas plus, et pour pouvoir fermer ces entrées-là et mettre des checkpoints pour voir qui est qui rentre. Parce que la favela est le refuge idéal de la drogue et des gens qui veulent cacher des munitions ou s'enfuir. Donc si vous voulez vraiment protéger la population des favelas, c'est en fermant ces favelas-là et en filtrant les entrées, parce que la population là va voir qu'elle est protégée, parce que la population, elle n'a pas envie de servir de mule, elle n'a pas envie de servir de nourrice ou de nourricière comme en France pour cacher la drogue, ou les gens qui sont en fuite, ou les gens blessés. Elle n'a pas envie, mais elle ne sait pas se défendre, elle ne peut pas se défendre. Donc quand elle voit la police qui ferme les entrées des favelas par la forêt tropicale, ou par les grottes, ou les cavernes et autres, eh bien, elle accepte ça. Contrairement à ce que peuvent dire certaines ONG, certains militants, la population a besoin de protection et elle aime bien ce contrôle. Évidemment, elle n'aime pas les bavures, ni les humiliations, ni se faire tutoyer. Mais elle aime ce contrôle. Il faut voir d'où elle vient. D'accord. Et donc, c'est ça qu'il aurait fallu faire, ce qui était fait à Medellín. Stugalula a fait chez lui en Kabylie ce qu'il a préconisé dans ses écrits. Une fois que ce travail-là d'encadrement de la population, de recensement, de quadrillage et de cartographie humaine, savoir qui vit où, qui vit dans telle rue, maintenant avec la technologie des bases de données, on peut vraiment faire ce travail-là assez rapidement. Mais il faut prendre le temps de le faire, même 1 an s'il le faut. Avec ce travail-là, une fois qu'il a été fait, c'est là qu'on fait monter à la fois la police gentille, on va dire la police communautaire, l'îlotage, et on fait monter les services sociaux. Parce que Galula disait, ça ne sert à rien de faire de la vaccination, des écoles gratuites ou de l'irrigation dans une population qui est noyautée par le FLN. On est en train de donner raison au FLN, voire de payer le FLN, parce que quand vous allez embaucher des ouvriers pour nettoyer les rues, ramasser des ordures, faire le téléphérique dans les favelas, ramener le téléphérique dans les favelas comme l'ont fait les Colombiens, ça a été fait aussi à Rio ou à Lima, et bien parmi ces ouvriers-là, vous avez des gens du trafic de drogue. Parce que vous ne croyez pas que le trafic de drogue va laisser n'importe qui travailler dans des chantiers. Hein. Ceux qui sont autorisés à se présenter le matin au chantier sont filtrés par le trafic de drogue. Donc ils lui reversent de l'argent ou ils lui doivent une loyauté. Le trafic de drogue devient une espèce d'agence pour l'emploi. Et donc si vous mettez des gros travaux sans avoir éradiqué le trafic de drogue, ben vous devenez le financier du trafic de drogue. Et tout ça, c'est ce que Galula disait. Étape 1, comme je viens de dire, la force brute, éliminer les plus méchants. Étape 2, recensement quadrillage, jusqu'à être sûr d'avoir identifié l'appui, le terrain humain qui appuie le trafic. Et étape 3, seulement, on met en place les projets d'infrastructure, les services sociaux et la police d'îlotage. Et l'étape 4, c'est la révolution, on va dire, politico-administrative dans les favelas, c'est-à-dire les élus. C'est-à-dire, chaque favela avait, à côté du chef trafiquant, il y avait un chef civil, on va dire, qui gérait les problèmes du quotidien, qui était largement inféodé aux trafiquants, mais mettez-vous à sa place, hein, il ne pouvait pas espérer vivre s'il n'était pas inféodé aux trafiquants. Eh bien, il dit qu'il faut redécouper les circonscriptions électorales pour que les favelas élisent une élite locale qui soit propre, qui soit pas liée au monde de la drogue. C'est tout ça qu'il aurait fallu faire. Évidemment, c'est très difficile, ça coûte cher, et puis ça va contre les intérêts des uns et des autres. Parce qu'il faut convaincre le maire de redécouper le découpage électoral, de convaincre le conseil municipal qu'il y aura des nouveaux arrivants qui vont représenter les favelas, et seulement les favelas, convaincre le BTP, les grandes entreprises du BTP, qu'elles ne vont pas faire les travaux qu'elles voulaient faire, parce qu'il faudrait espérer d'abord les militaires terminent le travail de recensement de la population et
d'identification des trafiquants. Bon, ça peut prendre des mois, voire des années, hein, s'il le faut. C'est pas sympa même pour les militaires. Les militaires ne veulent pas rester dans les favelas, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas faire le travail de police. Eux, ils aiment une opération de 10 jours, 15 jours, et puis après ils partent. Ils aiment ouvrir le chemin, tuer les plus méchants, et puis repartir. Or, ce que dit Galula, c'est qu'il faut qu'ils restent le maximum de temps possible pour faire tout le travail de manière séquentielle. Donc voilà, UPP au Brésil, c'est une catastrophe. J'espère que les Brésiliens ont appris les leçons, ont tiré les leçons et qu'ils vont les réinsérer dans la nouvelle UPP, dans la nouvelle pacification qui viendra au Brésil. J'en suis convaincu, il y aura une nouvelle pacification au Brésil, c'est le seul chemin. Et malheureusement aujourd'hui, quand on lit les journaux brésiliens, quand on accompagne comme moi l'actualité de la sécurité au Brésil, on est dans une espèce d'impasse, une aporie comme diraient les philosophes. D'un côté, vous avez une partie du spectre politique qui dit qu'il faut tuer les bandits, qu'il faut les éradiquer, alors que Galula disait non, il faut tuer les plus méchants, les irrécupérables, et essayer de récupérer les autres et d'en faire des repentis. Donc il y a une partie qui dit c'est la politique dure, mais vraiment dure, de l'éradication armée de tous les délinquants, et l'autre camp idéologique, politique, qui dit non, il faut faire de la réinsertion, il faut... notre meilleure arme est le livre, notre meilleure arme est une école, alors que ils font semblant d'une naïveté désarmante. Le professeur n'arrive même pas à monter dans une école sans l'aval du trafic de drogue. Comment voulez-vous faire une politique éducative si vous n'avez même pas le contrôle du territoire? Donc voilà, le Brésil est entre ces deux théories absolument stériles. Il a perdu la fenêtre des années 2010-2015 avec les UPP, qui n'ont pas marché, mais une autre fenêtre viendra avec de nouvelles idées et une troisième voie, la voie que j'appelle moi du bon sens, qui était la voie de Galula, mais comme vous le savez, si vous lisez le livre et si vous suivez les autres vidéos sur le sujet, la voie du bon sens est toujours la voie la plus lente à s'imposer, puisque le bon sens ne rapporte rien, ou ne rapporte pas assez à ceux qui veulent vendre des armes et vendre des blindés, des hélicoptères, des drones, et ne rapporte pas assez à ceux qui veulent continuer à rêver dans un monde merveilleux où il faut toujours plus d'argent pour l'éducation, pour les services sociaux, même si on est en train de mettre, comme on dit en arabe chez moi, vous mettez de l'eau sur du sable. En général, il n'y a rien qui pousse. Merci beaucoup, au revoir.